huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Chaque mercredi, le retour d'Alexandra Jardin. Bonjour Alexandra. Salut Cyril. Comment ça va ? Très très bien, malgré la météo un peu maussade. Oui, c'est vrai. Là, en ce moment, ça tombe. Ici au Château d'Oléron, on a du vent également. Ah oui, le vent, la pluie. La semaine dernière, je vous annonçais le printemps. Bon, c'est toujours le cas, mais le temps laisse encore à désirer. Et on va vous amener un peu de soleil aujourd'hui parce qu'on va parler de musique et plus particulièrement de ukulélé. Et oui, est-ce que vous, comme moi, vous avez pu apercevoir cet énorme ukulélé qui est sur le rond-point à l'entrée de l'île d'Oléron au niveau de la Grenouille. Et si vous aussi vous vous demandez pourquoi, j'ai des explications. Mais avant tout, je suis allée à votre rencontre dans la rue et je vous ai demandé qu'est-ce que c'est un ukulélé ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi ? C'est une petite guitare de là-bas. De là-bas où ? Des îles tahitiennes. Oui, je sais ce que c'est. Et je sais qu'il y a même des fabricants locaux pas bien loin d'ici. Et que je vais peut-être même aller au festival. J'aime surtout les concerts, j'aime surtout la musique. Et j'ai même appris que ça existait il y a longtemps, mais que ça avait repris là, je connaissais même pas. Ah bah oui quand même, le ukulélé, je connais, mais je participe pas moi. Ah bon, pourquoi ? Parce que je suis pas là, j'habite pas ici, j'habite sur le continent. C'est plutôt sympathique. C'est sympathique, c'est festif, c'est voilà. Le ukulélé, oui, l'instrument de musique. Oui, enfin je le connais. De nom. Maintenant, j'ai jamais fait, j'ai jamais joué. Si je vous dis Over the Rainbow, il est pas mal celui-là. Vous savez le jouer ? Ah non. Je connais l'instrument, oui, mais je sais pas en faire. Je connais l'instrument, oui. Vous en avez déjà fait ? J'ai déjà essayé. Ah, et alors ? Je trouve que c'est un instrument très sympa et avec un son assez agréable, oui. Alors voilà, le ukulélé, c'est cet instrument qui ressemble à une petite guitare et qui sonne comme ça. Alors voilà, on connaît tous ce doux bruit des îles qu'on adore et justement pourquoi le ukulélé sur l'île d'Oléron. Alors j'ai voulu en apprendre un petit peu plus et je suis allée rencontrer Bernard Vetto qui est l'un des membres fondateurs du Oléron Ukulélé Social Club, le OUSC, et il nous raconte comment tout ça a démarré. Oui, moi je suis membre de cette association. Je suis un des créateurs, un des fondateurs de l'association avec quelques personnes, dont Sylvain Anjoubeau, qui est créateur de luthier en ukulélé sur l'île d'Oléron, dans les cabanes de créateurs du château d'Oléron. On a créé ça en avril 2009, donc ça fait bientôt 15 ans, voilà. Ça a commencé comment alors ? Ça a commencé, on était en petit comité, on était 3 ou 4, je crois, il y avait Sylvain, un de ses beaux-frères et puis un ou deux autres copains et on répétait dans sa cabane. Du ukulélé ? Du ukulélé, oui, bien sûr, voilà. Comment on ramène le ukulélé sur l'île d'Oléron, par exemple, vous, comment vous avez appris le ukulélé ? Eh bien, en fin de compte, c'est par Sylvain Anjoubeau, donc le luthier, qui, lui, c'était son objectif de développer la fabrique de ukulélé sur Oléron. Et il a en plus conçu un modèle qu'il a breveté, qui s'appelle le Motu. Voilà. Et puis après, on s'est intéressé un petit peu à ce qui se faisait par les réseaux en France. Et, voilà. Et puis maintenant, avec tous les réseaux comme le net et tout ça, on trouve plein de méthodes de partition. On s'est penché un peu sur la question. On a travaillé des morceaux et puis petit à petit, l'association, on a décidé de la créer. Elle s'est développée. De 3-4 personnes, on est passé à une quinzaine. Après, au fil du temps, on a mis en place des ateliers. La ville du château nous a mis à disposition des lieux parce que la cabane devenait trop petite.
Et donc voilà, Bernard est à la base un guitariste, et puis en rencontrant Sylvain Anjoubeau, il a découvert le ukulélé et puis a commencé à se mettre à cet instrument, et ensemble ils ont créé donc le Ousk, et le Ousk a donné naissance au OUF. Le OUF, c'est le Oléron Ukulélé Festival qui a lieu ce week-end, et justement Bernard nous en parle un petit peu plus de cette 4e édition. De fil en aiguille, on a créé un festival, le premier en 2015, et tous les 2 ans c'était à Grand Village, et 2017 et 2019 c'était au village de vacances de la Vieille Perrotine, avec toujours un petit peu une programmation où il y a à la fois des concerts, des scènes ouvertes, parce que c'est un des grands challenges. Et puis l'intérêt de ce type de festival, c'est de réunir des passionnés. Donc voilà, comme s'il y a un salon de tatouage, c'est que des gens passionnés de tatouage qui vont venir, ou ça soit un salon de littérature, c'est des gens qui adorent lire, etc. Donc là, c'est des gens qui aiment jouer du ukulélé. Il y aura du public aussi qui ne pratique pas, mais l'intérêt, c'est qu'on fasse venir des gens qui vont participer à des ateliers ou masterclass, comme on veut bien les appeler, et puis à des scènes ouvertes où les gens vont pouvoir se produire en petits groupes, en solo, ou des formations qu'ils ont créées seulement pour l'événement. Et puis il y a des concerts en soirée, il y a une tombola aussi, ça fait partie du rituel, où il y aura des méthodes de ukulélé, des dons de différents commerçants et organismes de l'île d'Oléron. Il y aura des méthodes de ukulélé, des motus offerts par la Casa Youk, il y en a 6, voilà. Et puis il y aura aussi un peu d'animation de rue, puisqu'il y aura il y a 2 jours de concert à Saint-Trojan, et masterclass et scène ouverte. Et le lundi 1er avril, nous sommes sur le port du château, près des cabanes. Et donc là, on fait un concert improvisé avec les festivaliers. C'est-à-dire tous les amateurs qui vont être avec nous, qui sont venus de France et de Navarre. Voilà. Et donc là, on fait un impromptu qui dure le temps pour jouer pour le public, et puis clôturer ce festival dans la joie et la bonne humeur. Il y aura une exposition assez exceptionnelle aussi sur le ukulélé, qui est présenté par Philippe Jean-Jambe, qui est un des grands spécialistes de ce domaine-là, la culture hawaïenne, polynésienne, et du ukulélé, de son histoire. Donc ça, c'est assez exceptionnel de voir ça. Hein. Elle a été créée il y a peu de temps, l'année dernière, et elle sera présentée pendant les 2 jours à Saint-Trojan. Elle a été exposée ailleurs, sinon, cette exposition ? Elle a été exposée l'année dernière pour un événement qui avait lieu dans le Marais Poitevin, où on a rencontré justement des formations qui se produiront pendant ce week-end. Alors voilà, le Oléron Ukulélé Festival, c'est ce samedi, ce dimanche et lundi matin pour la clôture du festival devant les cabanes de créateurs au château, avec tous les ukulélistes de France, de Navarre et de partout d'ailleurs, qui se retrouvent pour clôturer cet événement. Et donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur le site internet, et sinon, si vous restez avec nous, vous pourrez en savoir plus sur le ukulélé, où je rencontre ce fameux Sylvain Anjoubeau, le fabricant de ukulélé sur l'île d'Oléron. Mais avant, on va s'écouter un hit en ukulélé. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Et c'est parti, on peut s'écouter ce petit extrait musical. Ah, le ukulélé, on adore ça. Et donc, si vous avez raté la première partie, ce week-end, il y a un festival de ukulélé sur l'île d'Oléron. Mais avant tout, j'ai voulu comprendre pourquoi il y a un festival de ukulélé sur l'île d'Oléron, ça part d'où ? Et donc, je suis allée rencontrer Sylvain Anjoubeau, et j'ai commencé par une première question en lui demandant c'est quoi la différence entre un ukulélé et une petite guitare. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse ressemblance dans la forme de l'instrument, pas dans la taille, mais il faut savoir que l'ukulélé, finalement, il vient... donc, c'est l'instrument traditionnel hawaïen et polynésien. Donc, celui qui a une forme de petite guitare, celui qui a cette forme, effectivement, de petite guitare, va être l'ukulélé hawaïen. Il vient du cavaquinho portugais. Voilà, pour faire simple, et finalement c'est un instrument occidental qui a été réadapté à Hawaï et fabriqué dans cette forme. Donc sa différence, c'est
il n'a pas la même origine. Finalement, l'accordage est différent. C'est un accordage bien spécifique qui est lié à la musique hawaïenne également. Donc, c'est-à-dire un accordage spécifique. Alors il n'a rien à voir avec la guitare. Donc l'accordage c'est mi la ré sol si mi. L'ukulélé c'est sol do mi la. Et pourquoi ça viendrait d'où qu'ils ont mis d'autres notes? En fait, on fabrique les instruments et les accorde par rapport à sa culture, et notamment sa culture musicale, la musique qui est jouée, la musique qui est dansée, la musique qui est chantée. Donc en fait, dans chaque région du monde, finalement, l'accordage des instruments est adapté à cette culture musicale. Il y a un ukulélé baryton qui existe, il a 4 cordes. Et il est accordé comme les 4 aigus de la guitare au niveau de l'intervalle. Donc là, on est sur un instrument un petit peu entre les deux. C'est plus un ukulélé, c'est pas encore une guitare, mais on peut trouver peut-être un petit peu l'exotisme l'ukulélé sur un instrument qui a un format plus proche de la guitare. Donc il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Donc voilà, cet instrument qui ressemble à une petite guitare n'en est pas une, vous l'avez bien compris. Et j'ai demandé également à Bernard de nous détailler un petit peu plus le ukulélé, c'est quoi et ça vient d'où? Alors c'est un petit cordophone, c'est un petit instrument à cordes, alors souvent à 4 cordes, mais des fois il y a des modèles où il peut y avoir des cordes doublées. C'est un instrument, alors l'origine, c'est bien sûr c'est le côté exotique, c'est la Polynésie, Hawaï et puis Tahiti, mais il faut savoir que le ukulélé hawaïen, donc qui a forme d'une petite guitare, lui a été amené, en fin de compte, ça vient des Portugais qui, faisant du commerce, fin du 19e siècle, sont arrivés à Hawaï. Il y avait des gens qui fabriquaient des instruments à bord des bateaux et ils en ont présenté aux Hawaïens qui la cour à Hawaï a adopté cet instrument et c'est devenu après un instrument traditionnel. Avant, il n'y avait que plutôt des chants et des instruments de percussion, un petit peu comme on peut retrouver dans les Antilles ou même dans les îles de la Réunion. Il n'y avait pas d'instrument polyphonique et donc voilà, ils ont adapté ça en intégrant aussi la culture européenne, c'est-à-dire qu'il y avait dans des répertoires des valses, des mazurkas, puisque c'était les danses qui avaient été apportées par les cours européennes. C'est une forme de guitare plus simple peut-être, mais... Pourquoi plus simple ? Parce qu'avec 4 cordes, c'est plus simple de jouer qu'avec 6 cordes. C'est pour ça que c'est un instrument qui est facile d'accès, mais qui peut être aussi, on peut aussi faire des arrangements plus sophistiqués. Il y a des gens qui jouent des pièces classiques, des pièces de Bach ou du ukulélé, ça se fait. Et puis des arrangements assez poussés. Moi, il y a des orchestres que j'adore, qui est très réputé, c'est le Ukulele Orchestra of Great Britain. C'est un groupe d'anglais à géométrie variable, parce qu'avec le temps, ils existent depuis les années 80. Ils sont entre 7, 8 ou 9 sur scène, et ils font des arrangements fabuleux avec cet instrument-là, sur des reprises aussi bien de pièces classiques qu'un morceau de Nirvana, de David Bowie ou d'autres morceaux de pop international. Dans l'histoire, c'est l'annexion d'Hawaï comme État des États-Unis. Et donc après, il y a eu la vogue un petit peu d'exotisme avec beaucoup de chansons sur les musiques inspirées des musiques hawaïennes. Et puis après, ça a été joué dans des cabarets aux États-Unis. Ça s'est beaucoup développé dans le monde anglo-saxon. En Angleterre, aux États-Unis. Il y a eu une grande vogue dans les années 20 avec des virtuoses de l'instrument. Voilà, et puis après ça a continué. Et puis, on va dire, les années 40, un petit peu, mais après ça a repris sur les années 60. Il faut savoir quand même des gens comme les Beatles jouaient du ukulélé. George Harrison avait une collection phénoménale de ukulélé, par exemple. Ils l'ont utilisé dans des morceaux ? Dans des morceaux, peut-être, il faudrait se pencher sur la question. Mais ils en jouaient, il y a des vidéos où on les voit jouer du ukulélé, oui.
Pourquoi c'était pas justement pas plus répandu? Parce qu'à cette époque, ça faisait pas trop rocker de faire du ukulélé. Ah, je sais pas. Après, il y a eu Elvis Presley, avec tous les films sur le surf et tout ça. Et donc, il y a eu toute cette vogue-là aussi, dans le milieu, on va dire, des surfeurs et tout ça. Il y avait quand même une grande vogue du ukulélé. Et ben voilà, d'île en île, de surf en surf, le ukulélé est sur l'île d'Oléron. Et justement, j'ai voulu savoir qui était ce Sylvain Anjoubeau, ce fabricant de ukulélé sur l'île d'Oléron et un des membres fondateurs du Oléron Ukulélé Festival et de l'association Oléron Ukulélé Social Club. Et voilà, on va savoir qui est Sylvain tout de suite. Alors donc je suis Sylvain Anjoubeau, luthier spécialisé dans l'ukulélé hawaïen et polynésien. Je suis installé au château d'Oléron depuis 2008, voilà, dans les cabanes d'artisans d'art. Et comment on devient... Est-ce que vous étiez luthier déjà à la base avant d'être luthier de ukulélé? Alors non, pas du tout. J'ai un parcours un petit peu particulier. La lutherie, c'était un rêve d'adolescent. Voilà, finalement, que j'ai pas honoré à ce moment-là. J'ai fait des études générales. À un moment, j'ai eu envie de revenir à mes amours de départ. Donc j'ai commencé à fabriquer des instruments et des ukulélés parce que c'est l'instrument que je jouais en plus de la trompette. Voilà. Vous avez commencé tout seul à fabriquer les instruments? Alors oui, je suis autodidacte en lutherie, donc j'ai commencé vraiment comme amateur, par passion. Et on commence par quoi? C'est quoi le début? Enfin, ça commence par où de vous dire allez, j'essaye de faire un ukulélé? Alors le début, ça va être un peu de lecture, voilà, des ouvrages de lutherie, Internet. Aujourd'hui, on a une source d'information extrêmement importante, donc il y a des tutos, il y a pas mal de choses. Donc ça va être ça, se dire je vais regarder comment on fait les outils, comment on fait les premières pièces de l'instrument, et puis et finalement ça se fait petit à petit. On va dire, on n'est pas luthier du jour au lendemain, j'apprends encore aujourd'hui. Ça fait 16 ans que je fais ce métier. Et non, c'est une pierre après l'autre. Mais du coup, à la base, vous étiez quand même un petit peu bricoleur. Vous aviez des bases là-dedans, parce que on part de quoi? Du travail du bois déjà? Oui, alors moi j'étais très manuel. Donc voilà, après je suis dans ma génération, quand ça fonctionnait à l'école, on faisait des études générales, j'étais plutôt technique, donc j'ai toujours bricolé un petit peu. Voilà, j'ai mon papa qui est très technique et du coup qui m'a montré pas mal de choses. Voilà, il y a eu des enseignements dans la famille et musicien. En fait, moi je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans, donc il y avait quand même un petit lien à la musique. L'aspect manuel du métier de luthier, le métier du bois. Voilà, j'avais un grand-père menuisier aussi, donc on va dire un environnement assez propice pour aller vers un métier artisanal. Un peu technique du coup. Et un peu technique. Est-ce que le luthier de ukulélé c'est différent de luthier d'une guitare ou pour le violon? Alors, c'est assez différent. D'ailleurs, normalement, on devrait dire facteur d'ukulélé. Voilà, la lutherie, ça va être plutôt dédié aux instruments classiques. Donc là, on sera sur les cordes frottées plutôt. Donc voilà, il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de compétences en lutherie. On va avoir les cordes frottées, après ensuite la guitare, les instruments baroques. Enfin voilà, il y a pas mal d'autres types d'instruments. Donc moi, je dirais, je suis plutôt facteur d'ukulélé. Voilà. Le premier ukulélé que vous avez créé, il était comment? Il était pas mal. Alors il y avait des défauts, il en avait beaucoup, mais disons qu'acoustiquement et en termes de justesse, c'était plutôt bien. Donc ça m'a encouragé après à faire d'autres modèles, à affiner mes techniques. Donc j'ai eu cette chance assez rapidement de proposer des instruments qui étaient acoustiquement et en termes de justesse supérieur à ce qu'on pouvait trouver en ukulélé industriel par exemple. Donc là on parle de ça il y a 17 ans. Il y a 17 ans en France, l'ukulélé c'était un souvenir exotique. Donc il y a beaucoup de gens pour qui ce n'était pas un instrument de musique. Donc les fabricants également, en industrie, ne faisaient pas des instruments non plus de très haute qualité. Il n'y avait pas de fabrication artisanale de ukulélé en France? Il y en avait peu, il y avait quelques luthiers, finalement ça va être des luthiers guitares qui proposent dans leur gamme ou quand il y a une commande spécifique d'un client qui fabrique un ukulélé, mais il y avait très peu d'ukulélés qui se spécialisaient.
C'était plutôt des luthiers guitares qui proposaient dans leur gamme un ukulélé en fonction de la demande. Voilà. J'avais pas d'expérience. J'aime bien observer. J'aime bien aussi juger mon travail. Donc du coup, c'est vrai que j'ai développé des instruments en fonction de ma sensibilité, ce que j'avais envie de fabriquer. Voilà, ça c'est important, je pense, dans la création, pour tout métier, de faire les choses avec le cœur et surtout d'avoir envie de faire notre métier. Voilà. Donc j'ai développé mes propres techniques. Je me suis pas trop finalement après la première phase de documentation, j'ai pas cherché à copier ce qui existait déjà. J'ai voulu développer mes propres techniques et ce que vous aviez compris. Ce que j'avais compris, donc ça m'a permis de développer peut-être mon coup de patte aussi. Ça, c'est une histoire belle et inspirante. Et oui, ça donne envie. Et justement, Sylvain a également créé en fait son propre instrument en partant du ukulélé et il nous explique comment tout ça a commencé. Alors le Motu, effectivement, c'est un modèle que j'ai créé en 2010. Donc voilà, ça c'est ma version de l'ukulélé. Au début, je fabriquais que des ukulélés classiques, donc ceux qu'on a l'habitude de voir avec donc l'hawaïen, avec sa forme de petite guitare. Et en lutherie, le temps de travail est long, donc c'est vrai que c'était un instrument que je proposais à des budgets assez importants. Donc ça s'adressait pas à un public large finalement. Je disais voilà, le ukulélé c'est super, on le transporte, on peut le jouer plus facilement que la guitare, mais ça coûte, c'est un budget important. Donc c'était, je trouvais dans le discours des fois un peu paradoxal. Donc la démarche, ça a été de simplifier l'instrument. En retirant des étapes de fabrication, j'ai pu gagner du temps et du coup réduire mon coût de fabrication. Donc le Motu, c'était l'idée d'amener à l'essentiel un instrument de musique, que ça soit pas au détriment de l'acoustique et de la justesse, et ça en fait un instrument résistant, un instrument de voyage. Donc aujourd'hui le Motu il est utilisé par beaucoup de gens pour le voyage. Voilà, là où on n'oserait pas emmener un instrument de musique, on peut emmener un Motu, donc un instrument à cordes aussi. Donc c'est vrai qu'un instrument à cordes compact, c'est pas fréquent. Voilà. Et il y avait aussi cette envie peut-être de retirer l'aspect sacré de l'instrument de musique. Souvent quand on a un bel instrument, un beau ukulélé, une belle guitare, c'est dans un étui. Les enfants n'ont pas le droit de tourner autour, on le sort pas lors d'une soirée, on prête pas, et du coup je trouvais que ça retirait l'essence de la pratique musicale et de ce partage-là. Donc le Motu, finalement, il y a le côté, il est moins sacré, mais par contre, on peut l'emmener à la plage, on peut le prêter à des enfants, on peut le sortir en soirée, voilà. Et il y a ce côté très convivial autour de cet instrument. Le Motu, il est simple, mais il a toutes les capacités et les règles acoustiques et de lutherie d'un modèle de lutherie. Voilà. Donc il est juste, il est fait pour jouer. Donc moi je le vois ici dans les gens qui achètent un Motu, c'est très large. Je vais avoir au niveau de la pratique des débutants complets, et j'ai aussi des professionnels qui jouent avec mes instruments sur scène parce qu'ils sont justes, parce qu'ils sont faits pour jouer. Donc après voilà, le parti pris du Motu avec sa petite caisse de résonance, parce qu'elle est compacte, on est sur des fréquences un peu plus aiguës, un peu plus banjo. Donc finalement au niveau du son, il a aussi un son très particulier, donc on peut pas le comparer à une caisse classique. Au niveau du Motu, il y a beaucoup d'ukulélistes qui collectionnent. Donc c'est vrai que pour beaucoup, dans la collection, il faut un Motu parce que c'est un petit peu particulier. Après, parfois j'ai des demandes particulières. Donc c'est un instrument, par exemple, que j'ai fait pour un collège et une école primaire, pour justement l'éveil musical des enfants et l'apprentissage de la musique, plutôt que la flûte à bec. Dans certains établissements, il a été remplacé par l'ukulélé, et le Motu offrait une belle alternative pour avoir un vrai instrument, et puis qui va durer dans le temps, puisqu'il est très résistant, il va pouvoir faire plusieurs classes. Attendez, vous venez quand même de dire une info qui n'est pas des moindres. La flûte à bec est remplacée dans certaines classes par le ukulélé. Alors, c'est pas officiel, l'éducation nationale n'a pas pris cette directive, mais disons que voilà, j'étais en contact donc avec un collège privé.
Donc là où le choix avait été fait par l'équipe pédagogique de faire du ukulélé. Et plus récemment, voilà, donc une école élémentaire donc en Gironde, où là il y a un institut qui a porté un projet pour faire de la pratique de l'ukulélé en dehors du temps scolaire. Mais voilà, il est quand même intégré Voilà, les élèves ont accès au ukulélé toutes les semaines. C'est trop bien ça. Et sur l'île d'Oléron, pas encore du coup. Il n'y a pas encore de. C'est un appel peut-être s'il y a des collèges ou des écoles qui veulent remplacer la flûte et mettre du ukulélé, ils vous contactent. Alors pourquoi pas, ça serait un beau projet, voilà, de mettre en place ça sur l'île. Vous avez entendu ce qu'il vous reste à faire alors, les écoles de l'île d'Oléron, pour mettre le ukulélé qui remplace la flûte à bec, ce serait bien, hein, ça c'est sûr. Hein, Cyril, t'en penses quoi ? Moi je suis d'accord, hein, complètement. Je suis valide. Ah. Et donc voilà, maintenant vous savez tout. Il y a un fabricant d'un instrument de musique qui ressemble au ukulélé sur l'île d'Oléron, un instrument propre à l'île d'Oléron, on va dire. Justement, ça veut dire quoi, motu ? Motu, c'est un mot polynésien. C'est une île en fait, c'est une petite île. C'est souvent des îles qu'on va trouver très basses en barrière au bord de la barrière de corail. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil aux origines de l'instrument. Et puis je l'ai fait également sur une île. Voilà. C'est un peu grand pour être un motu, l'île d'Oléron, mais ah ouais, c'est pas le motu d'Oléron. Allez, on peut dire que c'est le motu d'Oléron. Voilà, bienvenue sur le motu d'Oléron. Il y a aujourd'hui à peu près 9000 motus qui se baladent dans le monde. C'est plutôt pas mal. Et ça s'écrit M-O-T-U. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus d'ailleurs sur le procédé de fabrication d'un ukulélé ou d'un motu, et ben restez avec nous, on vous en dit plus après une petite page de pub. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Bienvenue en Polynésie oléronaise. Ah, ravi de vous retrouver pour la suite de cette émission. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à comment on fabrique un motu et ou un ukulélé avec Sylvain. Pour un ukulélé, on va être sur les étapes proche de la guitare finalement. On va être sur des techniques très très proches. Il y a des petites spécificités par rapport à la taille de l'instrument, mais on va être sur l'instrument que tout le monde connaît. Donc, c'est-à-dire on utilise quoi comme bois ? Il y a plein de possibilités en essence de bois. On va utiliser des bois de résonance pour la table d'harmonie, donc épicéa, du red cedar, voilà, ça va être les principaux. Après, le ukulélé, on peut se permettre un peu plus de fantaisie dans les essences de bois, et c'est ce que j'ai aimé moi, puisque c'est un instrument qui est récent finalement, le ukulélé, donc il y a beaucoup moins de références que pour la guitare ou le violon. Donc si on sort des sentiers battus, ça passe. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas sur les instruments classiques. Il y a des puristes et voilà, il y a des références, donc on peut moins sortir et se permettre des fantaisies. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a permis de faire mon choix d'instrument. Me dire, tiens, le ukulélé, il y a plein de choses à faire, il y a des choses à réinventer, il y a des choses à créer. Donc l'idée, c'était de pouvoir être libre, voilà, sur la fabrication. Donc le ukulélé classique, voilà, va se faire un peu comme la guitare. Après, le motu, il est particulier. Déjà, si j'essaie de le décrire un petit peu dans son esthétique, c'est un instrument qui est très plat. Il fait 2 cm d'épaisseur. Il est en contreplaqué, donc c'est du multipli. C'est plusieurs couches de bois qui sont assemblées, contre-collées. C'est ça qui fait sa robustesse et puis le côté très transportable de l'instrument. Donc la démarche pour le motu, c'est d'avoir très peu d'assemblage de bois. C'est-à-dire que sur un ukulélé classique, on a une caisse, on va additionner un manche, ensuite un chevalet, voilà, pour recevoir les cordes. Sur le motu, le manche et la caisse sont indissociables. C'est une planche qui est vidée, qui est usinée, donc le motu, il est fait dans 2 cm d'épaisseur intégralement, de la caisse jusqu'à la tête de manche. Donc c'est ça un petit peu sa particularité. Ensuite, il y a une version que je propose, c'est la version d'origine, qui a une rosace à l'arrière. Donc là, l'ouverture par rapport à une caisse classique de guitare, où on voit bien l'ouïe sur l'avant de l'instrument. Sur la majorité des motus qu'on fabrique avec Lionel, on a une rosace à l'arrière.
Donc là, c'est une technique qui est utilisée en Polynésie. Pour bien comprendre, parce que on se dit que dans une guitare et un ukulélé, c'est la caisse de résonance qui fait le son. Comment ça marche là, si c'est 2 cm tout plat Alors là, il y a une caisse de résonance également. On a tous les organes nécessaires à une caisse de résonance, donc c'est-à-dire un corps, une table d'harmonie, un vide d'air entre les deux, et une rosace qui permet d'évacuer l'air au moment où les cordes vibrent. Donc on a les mêmes organes que dans un instrument classique, seulement on a cette rosace qui change de place, qui va passer à l'arrière, et l'aspect très compact de la caisse de résonance ne va pas forcément dire que l'instrument ne peut pas sonner. C'est juste qu'on ne met pas les mêmes fréquences en valeur. En lutherie, il y a une règle assez générale. Les petits volumes d'air et les petites surfaces vont mettre en valeur les fréquences aiguës. Les gros volumes d'air et les grosses surfaces vont mettre en valeur les fréquences graves. C'est pour ça qu'une contrebasse fait 2 mètres et le ukulélé, il fait à peu près 55 cm. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est que le motu, sur un petit volume d'air, peut avoir un très gros rendement acoustique, puisque l'ukulélé, c'est un instrument aigu. Donc les aigus n'ont pas besoin de gros volumes. Et donc ça change quoi d'avoir mis la rosace derrière plutôt que devant ? Alors la rosace arrière, elle va amener une petite particularité. Déjà, la table d'harmonie va fonctionner un peu différemment. Elle va fonctionner plutôt comme une membrane, donc plutôt comme une peau de banjo. Et cette rosace, elle va me permettre de moduler le son. Donc je peux ouvrir et fermer, donc empêcher l'air de sortir. Et là, on crée des ondulations dans l'acoustique de l'instrument. Cette rosace arrière va me permettre de créer un effet wah-wah naturel. Donc là, simplement, l'ouverture est contre moi. Et je vais ouvrir et fermer pour créer un effet wah-wah. Ce qui n'aurait pas été possible avec une rosace à l'avant, du coup. Ce qui n'est pas possible avec une rosace à l'avant. On me demande depuis plus de 10 ans si je peux utiliser le même procédé pour fabriquer une guitare. Voilà. Et j'ai fait des dessins, mais j'ai pas abouti encore. On a beaucoup de travail sur le motu et sur le motu en version ukulélé. Donc on va dire que la phase de développement sur la guitare est un peu plus longue. J'aimerais bien le proposer, par contre, voilà. Pour la même raison qu'on ne peut pas faire une contrebasse avec un accordage ukulélé, c'est compliqué d'avoir une guitare avec un format aussi compact parce qu'on va manquer de graves. Voilà. On manque de graves et ensuite sur l'épaisseur aussi de manche, il y a un peu plus de tension de corde, donc il faut renforcer. Donc voilà, sur ces techniques-là, j'ai pas encore abouti. Il y a des prototypes. J'ai des morceaux découpés, j'ai des choses, mais pour le moment, ça n'a pas abouti. Parce que là, le bois que vous avez, c'est du bois que vous achetez, que vous récupérez Là, c'est du bois que j'achète. Le bois de récupération, c'est très long en traitement, en fait. C'est vrai que récupérer du bois, éliminer les défauts, ça demande beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité de le faire. Donc là, nous, le fabricant, il est dans la région quand même. Donc on essaie de travailler en circuit court au maximum. Donc là, le contreplaqué vient de la région. Ensuite, pour les graphismes, on travaille avec des graphistes de l'île d'Oléron pour les dessins sur les instruments. On a les cordes qui sont fabriquées à Lyon. Voilà, les cordes sont françaises, donc par Savarez, donc c'est un fabricant de cordes qui est reconnu internationalement. C'est quoi comme matière, les cordes ? Alors maintenant, c'est du composite, c'est un nylon. Voilà, il n'y a pas de corde d'acier sur l'ukulélé. Là, on est sur des cordes, on va dire en nylon, pour simplifier. Okay. Et tout ce qui est justement dessin dont vous avez parlé, c'est quoi ? C'est gravé sur le bois, c'est peint, c'est imprimé ? C'est gravé au laser. Donc on a un laser, les graphistes nous proposent des dessins, et nous ces dessins on les grave sur les instruments avec le laser et on revernit derrière. Et je me suis aussi demandé d'ailleurs s'il y avait des contraintes à travailler le bois dans un environnement qui est plutôt humide comme on connaît l'île d'Oléron, et voici ce que Sylvain nous en dit.
à un moment, j'ai eu besoin de m'adapter à mon environnement de vie et de travail. C'est-à-dire que, effectivement, c'est humide, souvent. Donc, moi, dans l'atelier, il y avait parfois des semaines où je ne pouvais pas faire de lutherie classique, avec les contraintes de taux d'humidité et de température. Donc, l'alternative du Motu, finalement, avec ce multipli, qui va être très résistant à ces variations de température et d'humidité, nous permet, nous, de fabriquer toute l'année. Là où une caisse cintrée, enfin une caisse classique, je vais pas pouvoir je peux faire aucun collage parce que si je colle au moment où il fait sec, ça va péter. Le Motu, lui, on peut le travailler à l'année. Donc il y a eu aussi cette volonté de dire, on va fabriquer un instrument qui sera adapté à notre environnement de travail et de vie. Ça veut dire que le ukulélé de base polynésien, comme on le connaît, il est adapté aussi au fait d'être fabriqué dans un climat plutôt chaud, plutôt tropical ou pas forcément? Alors oui, exactement. En fait, souvent, l'instrument, c'est idéal quand il est fabriqué à l'endroit où il va être joué. Voilà, dans la région. Moi, j'ai très souvent ici des gens qui achètent un ukulélé en Polynésie, un modèle tahitien, et puis l'instrument ne supporte pas le voyage en avion et le climat ici. Donc souvent, après, il y a des problèmes de déformation, des choses comme ça. Donc c'est vrai que... Et c'est le cas, même si on réduit au territoire, voilà, juste à la France, un instrument qui va être fabriqué dans l'est de la France ou dans l'ouest va pas être fabriqué avec les mêmes critères en termes de taux d'humidité. Et ça, c'est important à respecter. Moi, par exemple, donc pas sur le Motu, parce que le Motu, on est affranchi de ces questions-là. Bon, bien sûr, s'il y a 90%, on va pas travailler, mais quand il y a 60%, par exemple, un taux d'humidité à 60% dans la pièce, en lutherie classique, je ne peux rien faire. D'accord. Je vais travailler, moi, sur la lutherie classique, entre 40 et 55% maximum. Okay. Voilà. Le Motu, on peut faire plus. Mais effectivement, moi, si jamais sur de la lutherie classique, j'ai un client qui vient de l'Est de la France, qui me dit, voilà, je veux un modèle à caisse cintrée, en bois massif. Là, je vais lui poser des questions. Je vais dire, voilà, comment c'est chez vous? Est-ce qu'il y a du chauffage central? Est-ce qu'il fait humide? Est-ce qu'il fait sec? Parce qu'il faut imaginer qu'en hiver, dans un habitat, donc, même ici, mais voilà, dans l'Est un peu plus, si le vent tourne à l'Est, qu'il est sec, qu'on chauffe bien, le taux d'humidité il descend à 30-34%. Et ça, si l'instrument a été fabriqué à 50% d'humidité, il peut y avoir une grosse tension sur les organes, sur l'architecture de l'instrument. Et c'est dans ces cas-là qu'on a des problèmes de fente ou de déformation. Et ben voilà, moi je savais pas tout ça, j'espère que vous non plus, comme ça vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Et ce qu'on veut surtout savoir, c'est est-ce que le ukulélé c'est un instrument qui est facile à jouer? Est-ce qu'on peut jouer un peu de tous les styles? Du coup, Lionel, qui travaille avec Sylvain, qui était en train de fabriquer des Motu en arrière-boutique, m'a fait une petite démonstration et on l'écoute tout de suite. Mais en fait, on va réaliser les accords en battant toutes les cordes plus le positionnement du doigt. Donc là, les auditeurs ne le verront pas, mais tu peux constater que le doigté pour réaliser cette série rythmique n'est pas compliqué. Voilà, quelque chose de très simple, de très accessible. On peut faire des petits rythmes latinos, on peut faire quelque chose un peu plus jazzy. Ça vous a donné envie, comme Cyril et à moi, de vous retrouver sur une plage en sirotant une bonne piña colada. Et oui, l'été arrive bientôt, vous inquiétez pas. Mais si vous voulez d'ici là vous donner une petite ambiance polynésienne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez venir ce week-end au Oléron Ukulélé Festival, le ouf. Et pour être sûr de ne rien rater, je vous offre, allez, c'est pour moi, c'est cadeau, un petit détail parce qu'on fait tous des erreurs. C'est important. C'est vrai que en fait, ukulélé, ça se prononce avec un ou
et non ukulélé. En fait, le U en maori se prononce ou. Comme motu. Comme motu, exactement. Donc en fait, pour prononcer correctement le nom de l'instrument, il faut dire ukulélé. La prononciation anglo-saxonne, c'est largement répandu, donc c'est vrai qu'on va dire ukulélé. On entend très souvent ukulélé et c'est un petit peu plus facile à prononcer que ukulélé. Ouais. Mais voilà, on dirait ukuléliste. Ah, et ben voilà. Vous avez plus de secrets, vous avez plus d'excuses. Maintenant, on se retrouve ce week-end pour le Oléron Ukulélé Festival. Je vous invite à être curieux, à vouloir en savoir plus par rapport à cet instrument. N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer un email à laisserparlerleshuîtres@gmail.com. Laisser avec un Z, parler avec un ER, les huîtres au pluriel. Et si vous voulez que je vienne voir ce qui se passe, un sujet à aborder, n'hésitez pas à nous écrire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec le sujet qui sera les Jeux Olympiques et le sport. Passez une bonne semaine à tous et à très vite. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres.